Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basé sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil en général et le sujet de la science du sommeil et de comment l'améliorer dans une série de 2 épisodes se terminant par celui-ci. L'épisode précédent, on l'avait conclu en parlant de l'impact que pouvait avoir la vie de couple sur le sommeil, hein, que le fait de dormir avec quelqu'un dans le même lit, avec les mêmes draps, le même sommier, le même matelas et tout ça, à quel point ça pouvait avoir un impact sur la qualité du sommeil d'une personne et on a vu comment, eh bien, remédier, à la baisse d'efficacité, et de qualité, du sommeil, lorsqu'on dort avec quelqu'un. Donc je vous invite à aller écouter, la fin du dernier épisode si, c'est ça qui vous intéresse ou l'épisode entier. Si vous ne l'avez pas, écouté, il est disponible. De toute façon, toutes les sections, des épisodes sont chapitrées, donc vous pouvez cliquer directement, là où vous voulez, aller, tout simplement. Vous pouvez cliquer, sur la partie, qui vous intéresse, sans avoir à la chercher. Aujourd'hui, on va donc continuer et finir notre discussion sur la science du sommeil, sur le sommeil, en général. Et on va commencer ce second épisode par les impacts de la caféine et de l'alcool sur le sommeil, en commençant par la caféine tout d'abord. Donc la caféine, elle a une demi-vie de l'ordre de 5 à 6 heures, un quart de vie de l'ordre de 12 heures. Ça, ce sont des moyennes. Cela dépend de chacun, hein. Si vous en consommez et vous savez si vous êtes plutôt rapide ou lent pour évacuer la caféine de votre organisme. Voilà. euh, donc demi-vie, ça veut dire qu'au bout de 5 à 6 heures, en général, vous aurez eh bien moitié moins de caféine que ce que vous aviez quand vous avez pris votre café ou votre boisson caféinée. Et quart de vie, pareil, hein, au bout de 12 heures, vous aurez un quart de la concentration de caféine dans votre organisme par rapport au moment où vous en avez pris. La dose et le timing sont les facteurs les plus dangereux et ceux sur lesquels il faut jouer en termes de caféine. Heu, il est plutôt conseillé de s'arrêter après 3 à 4 tasses de café. Cela dépend de votre sensibilité encore une fois, hein, à la caféine, mais ce sont des recommandations assez globales du coup pour que ça marche à peu près pour tout le monde. Et il faut faire aussi donc attention au timing, même si vous faites partie des personnes pouvant prendre 2 expressos après votre déjeuner et quand même réussir à vous endormir parfaitement bien le soir, car la caféine ne va pas dans votre cas, vous empêcher de vous endormir. Elle va en revanche, pardon, vous empêcher d'avoir du sommeil profond. On a une diminution entre, 15 et 22 hem de sommeil profond, suite à une prise tardive de caféine, donc c'est quand même une, diminution extrêmement importante, hein, 15 à 22. Je peux vous assurer que c'est conséquent, et cela implique donc qu'il faudrait ajouter une dizaine d'années, qu'il faudrait vous ajouter pardon, une dizaine d'années. Ce qui veut dire que ce genre de pratique, en gros, ça vous vieillit de 10 ans, hein, puisque, vous le savez, on en a parlé dans l'épisode précédent, hein, la qualité, de notre sommeil et la quantité de sommeil qu'on arrive à avoir diminue avec l'âge, mais donc vous pouvez diminuer encore plus rapidement si vous prenez de la caféine trop tardivement. Ça peut vous faire, littéralement vieillir de 10 ans, parce que voilà, une chute, de 15 à 22 encore une fois, c'est vraiment substantiel, c'est vraiment énorme. Et donc ça correspond à un vous âgé de 10 ans, supplémentaires, ce qui est pas forcément ce que vous recherchez.
Un autre problème avec la caféine est qu'elle va augmenter elle va fragmenter, pardon, votre sommeil, c'est-à-dire que vous allez vous réveiller plus souvent dans la nuit, même sans vous en rendre compte, hein, sans vous en rendre compte, car ces réveils sont très brefs. Et par un mécanisme différent de l'alcool, la caféine fragmente votre sommeil et en réduit ainsi sa qualité. Maintenant, si vous aimez boire du café, je ne vais pas vous en dissuader, au contraire même, hein, continuez à en prendre car il y a énormément de bénéfices pour la santé avec le café, notamment grâce aux antioxydants présents dans la graine de café, antioxydants que l'on a beaucoup de mal à obtenir via notre régime alimentaire dans le monde moderne. Et donc, la graine de café a en quelque sorte cette responsabilité chez beaucoup de personnes. Et c'est bien la graine de café et non la caféine qui prodigue les bénéfices. Donc vous pouvez prendre des cafés décaféinés pour avoir ces bénéfices, tout en évitant les inconvénients de la caféine, si vous préférez consommer du café pour le plaisir du goût plutôt que pour les effets de la caféine. Pour ce qui est de l'alcool, c'est certainement le somnifère le plus incompris de nos jours. L'alcool est un sédatif et la sédation est très différente du sommeil. Et quand vous buvez de l'alcool dans la soirée, vous confondez la première avec le dernier. Et si vous montrez et si on vous montrait la signature électrique de votre cerveau avec ou sans alcool dans votre sommeil, vous constaterez assez rapidement que ce ne sont pas du tout les mêmes. Et comme nous l'avons dit, avec un mécanisme différent de la caféine, en fait, en utilisant le système nerveux sympathique, l'alcool va vous réveiller plus fréquemment dans la nuit, il va fragmenter votre sommeil, et encore une fois, ces réveils sont si brefs que vous ne vous en souviendrez pas. Cette fragmentation arrive en majorité au début de votre nuit, vous privant ainsi d'un sommeil profond et réparateur de qualité, d'où la sensation d'être engourdi et fatigué le lendemain au réveil. Une étude a même montré qu'en ne prenant qu'un seul verre de vin dans la soirée, la quantité de sommeil profond était diminuée et la conséquence de cette diminution est que la production de l'hormone de croissance, hormone qui permet notamment la réparation des tissus, est réduite de près de 50%, ce qui est absolument énorme. Et l'autre chose avec l'alcool est qu'il est aussi très fort pour bloquer votre sommeil paradoxal. Ça n'est pas vraiment l'alcool qui fait ça directement, mais les sous-produits métaboliques de l'alcool, en particulier les acétaldéhydes, qui vont agir comme des barrières pour le sommeil paradoxal, causant un manque de sommeil paradoxal chez vous. C'est pourquoi certaines personnes ayant eu un dîner alcoolisé se finissant tard dans la soirée diront le lendemain avoir eu des rêves très vifs, très intenses et bizarres. Déjà, en dormant plus tard dans la matinée, cela favorise le sommeil paradoxal, hein, car dans la première partie de la nuit, le cerveau veut faire du sommeil profond en majorité, puis il passe sur un sommeil paradoxal en seconde partie de nuit. Sauf qu'avec l'alcool, vous avez bloqué une partie de la phase de sommeil paradoxal de votre nuit en cours, et vers la fin de votre nuit, vos reins et votre foie auront enfin éliminé l'alcool de votre corps, et donc les dernières heures de sommeil, votre cerveau va donc tout mettre sur le sommeil paradoxal en essayant de récupérer celui que vous venez de perdre à cause de votre consommation d'alcool, en plus de celui dont vous pouvez bénéficier à ce stade grâce au moment de la nuit tout simplement. D'où l'intensité en fait des rêves qui est perçue. Mais bien sûr, le cerveau ne pourra pas récupérer 100% des pertes de sommeil paradoxal durant votre nuit. On est plus proche des 50% au maximum. Donc vous serez tout de même en manque de sommeil paradoxal, même si vous dormez très très tard le lendemain matin. On va s'intéresser, je vous ai mis le lien en description, vous pouvez traduire la page, le lien vous envoie sur une page en anglais, vous pouvez la traduire en français. Sur un article, donc un article de Oura. Donc Oura, j'ai aucun lien avec eux, hein, mais moi j'ai un de leurs produits qui est une bague. Et donc concrètement, eh bien,
ils ont récupéré chez Oura les données de plus de 600 000 personnes entre janvier et octobre 2025, comme c'est dit. Et ces personnes, elles ont donc on peut mettre des tags euh, sur l'application mobile. On peut mettre des tags, voilà, pour dire j'ai fait ce sport, j'ai repas tardif, alcool, caféine, etc. Bon, bref, on peut mettre des tags. Et donc, ils ont regardé 600 000 personnes qui ont mis des tags euh, j- sur leur nuit par rapport à leur consommation d'alcool. C'est-à-dire que les gens ont consommé de l'alcool la veille, le lendemain matin, après avoir eu les résultats de leur nuit, ils mettent un tag et ils disent, OK, c'est l'alcool qui a fait que ma nuit s'est potentiellement moins bien passée que les nuits d'avant. Bon, les résultats de cette analyse, ils confirment totalement ce qu'on sait déjà, hein, mais au moins ça quantifie à quel point l'alcool peut être dévastateur en fait sur notre sommeil. Première donnée, ça va être la fréquence cardiaque. Donc, l'alcool, il va mettre du stress sur votre corps, sur votre organisme, et notamment sur le système cardiovasculaire. Et donc, pour les nuits pendant lesquelles les membres ont mis un tag d'alcool, eh bien, la fréquence cardiaque moyenne de ces personnes a augmenté de 9,6%, donc presque 10% d'augmentation. Et la fréquence cardiaque la plus basse enregistrée lors de leur nuit, elle a augmenté de 8,2% par rapport aux nuits de ces mêmes personnes euh, pour lesquelles elles n'avaient pas consommé d'alcool avant. Et une augmentation comme ça, enfin une fréquence cardiaque élevée dans la nuit, eh bien ça signale qu'il y a un grand stress physiologique et une récupération qui est retardée. Ce qui veut dire que votre corps, il se repose beaucoup moins pendant votre sommeil. La deuxième variable, ça va être évidemment la variabilité de fréquence cardiaque, hein, la VFC. Et la VFC, c'est elle qui est le plus, la plus impactée par la prise d'alcool. Euh, donc, on a vu, enfin, les données reportent une diminution de 10 millisecondes, 10,8 millisecondes de la VFC, c'est-à-dire à peu près 15,6% de diminution sur les nuits après la consommation d'alcool. Et une VFC qui est faible, ça ça représente que ben, votre corps, il est plus dans un état sympathique que parasympathique. Ce qui veut dire qu'encore une fois, votre corps, il est sous tension, sous stress, à cause de ce que vous lui avez subi, en l'occurrence la prise d'alcool. En termes de durée et de qualité du sommeil, là aussi, euh, en plus de rendre la récupération plus compliquée, plus complexe, l'alcool, en moyenne, chez les 600 000 personnes, eh bien, ça a impliqué une diminution de 35 minutes de temps de sommeil. Et les scores de sommeil, hein, puisqu'on a un score de sommeil avec ces appareils-là, eh bien, les scores de sommeil ont diminué de 6,8%, hein, donc presque près de 7%. Et donc, en plus de dormir moins, et ben forcément, ça a impacté la qualité du sommeil, l'efficacité du sommeil, hein, une efficacité du sommeil qui a diminué de 2,2%. Ce qui veut dire que ben, les personnes, elles passaient tout autant de temps dans le lit, mais qu'elles passaient plus de temps à être éveillées que lorsqu'elles ne prenaient pas d'alcool, ce qui veut dire que leur sommeil était bien moins restauratif et qu'il était bien moins reposant pour eux.
En termes d'architecture du sommeil, hein, c'est-à-dire, en fonction des différentes, phases de sommeil, et bien, l'alcool, a diminué, la durée de ces phases-là. La phase de sommeil profond, enfin, le sommeil profond a été, généralement réduit par environ 5 minutes, de 5 minutes environ, donc c'est-à-dire à peu près 5. Le sommeil paradoxal, lui, c'est 15 minutes de moins, soit 4, une diminution de 4. Et pour le sommeil léger, c'est une di on a constaté, il a été constaté une diminution de 14 minutes, ce qui représente à peu près une diminution d'1 de sommeil léger. Vous le savez, hein, le sommeil profond, il est essentiel pour, la réparation, physique, hein, pour, la récupération physique. Sommeil paradoxal, lui, il est important pour la mémoire, l'humeur, et pour, la récupération émotionnelle aussi et le traitement des émotions. Et le sommeil léger, lui, il aide en fait, hein, tout simplement, votre corps à transitionner entre les différentes phases, hein, entre, sommeil profond et sommeil paradoxal. Et quand les 3 phases sont réduites ainsi, eh bien, ben, votre nuit, elle devient plus fragmentée, ce qui implique que vous allez être, ben, vous aurez moins récupéré, même si, vous aurez passé tout autant de temps dans le lit. Donc si on regarde à quel point l'alcool va affecter votre sommeil, hem, avec des données chiffrées, eh bien, voilà, donc là, on va faire une petite conclusion sur ça. Ben, on constate que en général, il y a une diminution de près de 5 heu, du temps de sommeil, du temps de sommeil total. Presque 7 de diminution du score de sommeil. Presque 16 de diminution, de la variabilité de la fréquence cardiaque et une augmentation de près de 10 de la fréquence cardiaque moyenne et une augmentation d'un peu plus de 8 de, la fréquence cardiaque au repos. Et ça, c'est même pour, enfin, c'est valable pour, des quantités d'alcool, élevées ou non, hein, même pour, de faibles quantités d'alcool, eh bien, on a des impacts, assez importants. Donc je vous laisserai voir cet article, hein. Il y a des petits graphes qui peuvent être, assez intéressants, mais sinon j'ai tout résumé ici. Donc l'alcool a vraiment un impact assez fort, quand même sur le sommeil comme vous pouvez le voir. Alors après bien sûr, hein, j'ai bien conscience que, vous peu peu de gens sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne consomment absolument pas d'alcool. Le tout, c'est d'éviter d'en consommer trop souvent, voilà, à des occasions, quelques fois dans l'année, pour, les anniversaires, des mariages, les fêtes de fin d'année et cetera, d'accord, mais pas que ça devienne, une habitude. Voilà. On va maintenant s'intéresser à une étude qui a été, menée dans les années 90 sur des rats, visant à voir les impacts de certaines privations sur la mortalité des bêtes. Tout d'abord, une privation de sommeil pure et simple était aussi létale qu'une privation de nourriture, hein. Donc il a fallu environ 11 jours dans les deux cas aux rats avant de succomber. Ensuite, les chercheurs ont délibérément privé les rats soit de sommeil paradoxal, soit de sommeil profond. Pour la privation de sommeil paradoxal, il aura fallu aux rats une vingtaine de jours avant qu'ils meurent. Et pour la privation de sommeil profond, il leur en aura fallu environ 60. Quand on dit privation, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient quand même une nuit de sommeil, là, les rats, pour le coup. C'est juste que lorsqu'ils rentraient dans une phase de sommeil paradoxal, on stimulait leur cerveau pour faire en sorte qu'ils sortent
justement, de cette phase-là de sommeil. Donc, une première conclusion hein, qu'on peut tirer, c'est qu'une privation de sommeil paradoxal est bien plus dangereuse et tue plus vite qu'une privation de sommeil profond. De plus, il y a une autre étude sur des humains cette fois, hein, on ne les a pas laissés mourir, rassurez-vous, qui montre une courbe du taux de mortalité en fonction du temps passé dans le lit, confondu, hein, qui a été confondu avec le temps réellement dormi pour des raisons de simplicité. Et si on regarde cette courbe de plus près, on peut être surpris car on remarque que cette courbe, pardon, est une sorte de parabole, hein, avec le point le plus bas correspondant à la fenêtre 7h-9h, hein, donc c'est une parabole tournée vers le haut. Mais si vous ne dormez pas assez, on constate que vous avez plus de chances de mourir vite. Mais si vous dormez trop aussi. Et le dernier point, il peut être lié au fait que lorsqu'on est malade, quelle est la seule chose que l'on veut faire? Dormir, évidemment. Et cela est dû à notre système immunitaire hein, qui engendre la libération de substances chimiques faisant que l'on veut dormir, car notre corps sait que le sommeil est un état parfait pour se réparer. Donc si la courbe remonte lorsqu'on dort plus, lorsqu'on avance dans les heures, ça n'est pas parce que dormir plus va vous tuer plus vite, mais plus parce que cela peut être lié avec une maladie qui, elle, pour le coup, peut vous tuer. Et la seconde raison qui peut expliquer la remontée de la courbe est en lien avec la qualité versus la quantité de sommeil. Car en général, lorsqu'une personne dort mal, que la qualité de son sommeil est mauvaise, elle a tendance à rester dans le lit plus longtemps et la qualité du sommeil d'une personne est fortement liée à sa longévité. De surcroît, cette étude s'est aussi intéressée aux différentes phases du sommeil et de leurs impacts sur la mortalité. Et comme chez les rats, le sommeil paradoxal gagne de ce point de vue-là sur le sommeil profond avec cette fois-ci une courbe linéaire et plus une courbe parabolique. Donc, au moins une personne a de sommeil paradoxal, au plus elle a de chances de mourir rapidement. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à sa consommation d'alcool, en particulier au timing. Bien que si vous buvez une bouteille par jour avant midi, n'aura pas d'impact sur votre sommeil, cela impactera votre santé et votre longévité, hein, évidemment, car il n'y a aucun bénéfice à consommer de l'alcool pour votre organisme, hein. Ça, c'est clair et net. On va maintenant passer à une nouvelle substance. Donc deux nouvelles substances du coup, le THC et le CBD. Et donc de même, il faut faire attention au THC et au CBD, car l'évidence sur le THC est assez robuste sur le fait que ça ne va pas être votre ami pour le sommeil. Le THC aide très clairement à s'endormir plus vite, mais le problème est que premièrement, vous créez une tolérance et une dépendance à la substance, dépendance psychologique. Et quand eh bien, vous arrêtez de prendre du THC pour votre sommeil, non seulement vous allez de nouveau avoir un mauvais sommeil comme avant, mais en plus, vous avez, à cause de la dépendance, un manque qui va rendre votre sommeil certainement encore pire. Et c'est la raison pour laquelle tant de personnes rechutent avec le THC, car elles ne supportent plus les insomnies causées par la dépendance physiologique et psychologique. Le second problème avec le THC est qu'il est très puissant pour bloquer votre sommeil paradoxal, encore une fois. Et nous avons parlé du sommeil paradoxal à cause de son aspect mortel en cas de manque, hein. Mais il joue aussi un rôle important dans la créativité, l'apprentissage et la mémoire. J'en ai fait un épisode du podcast. Et il est essentiel pour votre santé émotionnelle et mentale. Et cette phase de sommeil n'est pas seulement bénéfique pour votre cerveau. En effet, chez les hommes et les femmes, la libération de testostérone maximum se fait durant le sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal est essentiel, mais avec la consommation de THC, vous en privez. Et encore une fois, lorsqu'une personne arrête de consommer du THC, comme pour le lendemain de soirée alcoolisée,
Cette personne va dire qu'elle fait maintenant des rêves intenses car leur cerveau aura accumulé une telle dette de sommeil paradoxal qu'il ouvrira les vannes à fond dès que votre tête touchera l'oreiller. Donc il ne semble pas recommandé de consommer du THC pour améliorer son sommeil, vu tout ce que l'on vient de voir. Cependant, de nombreuses études ont tout de même constaté que selon la dose administrée, l'apnée du sommeil chez les participants pouvait être grandement réduite, ce qui est une piste de recherche intéressante. Il est intéressant de comprendre pourquoi c'est le cas, mais encore une fois, les inconvénients sont trop nombreux pour pouvoir conseiller la consommation de THC, hein, et pour le CBD, c'est à peu près la même. Concernant les suppléments de mélatonine que certaines personnes peuvent prendre pour pallier le manque de sommeil ou les insomnies, etc. Euh, donc concernant la mélatonine, hein, toutes doses de l'ordre de 5, 10, 20 milligrammes sont appelées des doses supraphysiologiques, ce qui signifie que ce sont des doses bien plus élevées que ce que votre corps va naturellement libérer. Donc la peur ici, car ce n'est qu'une peur, ça n'a pas encore été vérifié, et qu'il se passe la même chose que pour les thérapies de remplacement de testostérone, où là on a des données. Lorsqu'on vient ajouter trop de testostérone artificiellement, cela va faire que les testicules vont à un moment arrêter de produire de la testostérone et qu'une fois que les testicules se sont arrêtés, eh bien, ils ne reprennent jamais, jamais la production de testostérone. Et la même chose est crainte pour la glande pinéale, car avec de telles doses via les suppléments, votre cerveau peut se dire: «Bon, tu me donnes suffisamment de mélatonine, hein, donc bah, j'ai pas besoin d'en produire davantage, moi-même». Et le truc, c'est que l'on ne sait pas si une fois que la production naturelle s'arrête, on ne sait pas si elle peut reprendre ou non. La seconde, inquiétude vis-à-vis de la mélatonine est que c'est l'hormone qui gère le timing de votre sommeil, le moment où vous devez dormir et pas le sommeil lui-même. La mélatonine, est la personne qui va tirer le coup de feu pour lancer un 100 mètres, celui de la course du sommeil, hein. Elle va permettre aux coureurs de s'aligner, mais ne va pas participer à la course, elle va simplement la lancer. Cependant, chez une minorité, la mélatonine peut jouer un rôle dans le sommeil lui-même et nous ne savons pas exactement pourquoi pour le moment. Une hypothèse est que c'est dû au fait que la mélatonine permet à votre corps de se refroidir et que vous savez que votre température corporelle doit baisser d'environ 1 degré pour que vous puissiez vous endormir et rester endormi. Mais encore une fois, c'est très marginal. Chez la plupart des personnes, la mélatonine n'a pas un impact significatif sur le sommeil ni sur sa qualité. C'est pourquoi aucun médecin ne prescrit de la mélatonine à des patients insomniaques. Ça ne servirait tout bonnement à rien. Donc faites très attention aux suppléments de mélatonine. Il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuites, en plus, dont nous avons déjà discuté, hem, dans cet épisode, dans les épisodes précédents, sur le sommeil, hein, donc tous les épisodes avec une miniature, heu, contenant du bleu. Ce sont les épisodes du podcast, sur le sommeil. Il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement qui peuvent vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil, sans passer par des suppléments. Les suppléments, ça peut être utile, mais vraiment qu'en dernier recours, une fois que vous avez épuisé toutes les autres, choses que vous pourriez mettre en place, de manière, quotidienne et gratuite, dont nous avons donc, déjà parlé. Il y a, on va revenir sur le CBD, hein, en tant que nouvelle technologie pour aider le sommeil. Donc on a parlé du THC, un peu plus tôt. Le CBD,
lui, il rentre peut-être dans cette catégorie de nouvelles technologies pour aider le sommeil, car le problème est que nous ne disposons pas d'assez de données pour le moment. Et puis les effets du CBD dépendent fortement de la dose. Et si vous regardez les données, bien qu'il n'y en ait pas assez encore une fois, on peut constater qu'une dose de moins de 25 milligrammes semble promouvoir l'éveil, tandis qu'une dose supérieure à 50 milligrammes semble promouvoir le sommeil. Mais ça reste une grosse supposition, hein, il faut encore prouver tout ça, donc il faut attendre que des études sur le sujet soient menées. Même si c'est le même composé chimique, hein, du coup, d'où le fait que les effets dépendent de la dose administrée. D'ailleurs, les scientifiques sont très curieux de savoir pourquoi le CBD pourrait être une aide pour le sommeil. Possiblement, comme pour la mélatonine, le CBD est très hypothermique, donc sa consommation abaisse la température de votre noyau, ce qui favorise l'endormissement. La seconde hypothèse serait un mécanisme indirect que l'on peut observer en faisant de l'imagerie cérébrale. En effet, le CBD, c'est un anxiolytique, c'est-à-dire qu'il tend à réduire l'anxiété. Il vous sort du système nerveux sympathique, réduit vos niveaux de cortisol. L'amygdale voit sa sensibilité réduite. En d'autres termes, le CBD ne génère pas le sommeil en tant que tel, mais il bloque les choses qui empêchent votre cerveau de générer naturellement le sommeil, et ce, à condition que le CBD parvienne à réduire l'anxiété dans votre corps, d'où l'importance, encore une fois, de la dose. C'est donc ce qui fait que le CBD pourrait potentiellement être bénéfique pour le sommeil de certaines personnes, à condition que son usage soit encadré et fait avec la bonne dose. D'autres technologies dont nous avons déjà discuté sur le podcast pour améliorer le sommeil sont des méthodes d'amélioration artificielle du sommeil, c'est-à-dire des technologies créées spécifiquement dans le but de favoriser le sommeil chez l'être humain. Par exemple, ça c'est une chose dont nous avons déjà parlé effectivement, la stimulation ou la manipulation électrique. En effet, le sommeil est un phénomène électrique dans votre cerveau. Donc, en plaçant sur votre tête un système permettant d'envoyer des impulsions électriques, il est possible de favoriser certaines phases du sommeil à certains moments, ce qui favorise un sommeil de qualité. Les impulsions sont tellement peu intenses que vous ne les sentez pas, mais elles le sont suffisamment pour qu'il soit possible de mesurer des bénéfices sur votre sommeil. Quand cela a été réalisé dans des laboratoires de recherche, certes, le dispositif est très fort car il va analyser les vagues produites par votre cerveau et envoyer des impulsions juste au bon moment pour amplifier ces vagues, ce qui amène notamment à une amélioration de la mémoire. Mais le problème du dispositif est qu'en général, quand vous allez dormir, vous avez plus tendance à enlever des choses sur vous plutôt qu'à en rajouter. Donc vous n'allez pas particulièrement avoir envie de mettre une sorte de casque plein d'électrodes et de câbles, le tout relié à un ordinateur pour faire les calculs, etc., avant de vous coucher. Donc ce qui a été fait à la place, a été d'utiliser le fait que si on stimule votre cerveau avec des impulsions pendant une dizaine de minutes environ, les effets de la stimulation vont durer pendant plus ou moins 2 heures après la fin de la stimulation. Donc, 10 minutes avant de vous coucher, vous mettez le casque sur votre tête, on vous stimule, et puis vous partez dormir en l'enlevant. L'avantage, c'est que c'est bien plus pratique pour vous et surtout, ben, cela va grandement impacter votre sommeil profond de manière positive, car cette phase du sommeil intervient en très grande majorité dans la première partie de votre nuit et donc en grande partie sur les 2 premières heures de sommeil. Pour l'instant, cela reste majoritairement disponible pour les laboratoires de recherche, mais il existe un produit commercialisé et accessible au public, qui s'appelle Somni, Somni,
NEE, mais qui n'en est qu'à ses balbutiements. Il en est seulement à sa seconde version, donc il reste encore des choses à améliorer. Mais cela ne vous empêche pas de l'essayer afin de pouvoir en tirer d'éventuels bénéfices et aussi pour aider à son développement grâce à vos données et à vos retours. Cependant, ce produit ne semble pas bien fonctionner sur les jeunes personnes et sur les personnes âgées pour le moment. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Après la stimulation, électrique, on peut trouver la stimulation kinesthésique. Donc, comment expliquer ça? Ben, lorsqu'un bébé n'arrive pas à s'endormir ou qu'il pleure, ben, que fait-on en général? En général, on le berce, on crée un mouvement de balancier afin qu'il s'endorme. Eh bien, ce qui a été fait par les chercheurs, sur des adultes a été de suspendre le lit des participants et de le faire osciller, très lentement afin de bercer en quelque sorte, la personne qui est dedans. Et il a été constaté qu'en effet, les participants avaient une amélioration de leur mémoire de l'ordre de 10%, ce qui peut paraître peu, mais qui est non négligeable en réalité. La question que les chercheurs ont alors posée, c'est est-ce le fait d'être bercé qui permet aux personnes de mieux dormir, ou bien est-ce dû au système vestibulaire et donc à la sensation de mouvement? Et il s'avère que c'est la seconde option, car les chercheurs ont fait le test en bloquant le système vestibulaire des participants et ces derniers sont restés, éveillés, comme d'habitude, quoi. Pour information, hein, le système vestibulaire, c'est un organe sensoriel situé dans l'oreille interne qui contribue à la sensation de mouvement et à l'équilibre chez la plupart des mammifères. Par conséquent, certaines entreprises spécialisées dans la création de matelas ont développé et continuent les recherches sur des matelas capables de vibrer pour générer cette stimulation kinesthésique et ainsi favoriser le sommeil. Une autre méthode pour éviter d'avoir un matelas qui se balance de gauche à droite peut être une technologie qui est utilisée dans l'armée américaine et qui se met directement dans l'oreille, permettant, en stimulant le système vestibulaire, de dire au soldat dans quelle direction il doit aller, car par exemple les communications radio sont impossibles. Donc, pour certains chercheurs, il est intéressant de voir s'il n'est pas possible d'utiliser cette technologie afin de faire croire à votre cerveau que vous êtes en mouvement et ainsi utiliser les bénéfices sans pour autant avoir besoin de faire bouger tout le lit, ce qui coûterait quand même probablement moins cher et en tout cas qui serait moins contraignant et moins encombrant. Donc voilà pour la stimulation kinesthésique. Et donc après, les stimulations électriques et kinesthésiques, il y a le développement de stimulation acoustique. Ça a été testé notamment par un groupe de chercheurs en Allemagne. Le principe est qu'on envoie des sons qui ont une fréquence similaire à celle des vagues du cerveau, pile au pic de la vague pour la booster. Mais il a été constaté qu'il ne faut pas le faire trop de fois, car sinon le cerveau se défend. Donc il faut quand même, faire attention à ça. Il y a un timing précis, mais il y a aussi un nombre de fois, bien précis à pas dépasser. La fatigue, chronique, c'est quelque chose, que beaucoup de personnes peuvent, ressentir et expérimenter au cours de leur vie. Donc la fatigue chronique, c'est un problème, métabolique. C'est en lien avec l'équilibre énergétique. Il y a quelque chose avec la régulation métabolique du système qui cause cette sensation de malaise, général. Quel est le lien avec le sommeil? Eh bien, tout ce que l'on peut dire, pour le moment, ce que l'on sait, c'est que la fatigue chronique, elle implique un sommeil fragmenté et une mauvaise qualité du sommeil. Voilà, c'est à peu près, les seules choses qu'on peut dire sur la, sur la fatigue chronique. Et tout de suite, eh bien, nous allons aborder le dernier sujet de notre épisode. La dernière fois, c'était le sommeil et la vie de couple. Eh bien, là, nous allons voir les rêves. Nous allons terminer cette série de 2 épisodes par les rêves. Hem,
Parce que les rêves, c'est quand même aussi quelque chose de très fascinant et puis ça fait partie de notre expérience du sommeil. Et quand on y pense, rêver, c'est un phénomène extrêmement étrange. En effet, lorsqu'on rêve, on voit des choses qui ne sont pas là, donc on hallucine, on croit des choses qui ne sont pas possibles, donc on délire, on devient confus par rapport au temps, à l'espace et aux personnes, donc on est désorienté, on a des émotions grandement variables, ce qui traduit une instabilité émotionnelle, et enfin, on se réveille le matin et on a oublié la majeure partie, si ce n'est pas l'intégralité de nos rêves de la nuit, donc on est amnésique. Si vous veniez à expérimenter ce genre de choses lorsque vous êtes éveillé, vous iriez probablement consulter des professionnels de santé pour traiter ces problèmes psychologiques, mais pour des raisons que les chercheurs commencent maintenant à mieux comprendre, tout cela est un processus biologique et psychologique, normal. Donc, la question est de savoir quel intérêt cela a pour nous, sachant que que c'est un phénomène récurrent et présent pour tous les membres de l'espèce, en fait. Cependant, il faut être prudent, car rêver est en général associé avec le sommeil paradoxal. Donc, ce qui est compliqué à faire, c'était de séparer les bénéfices du sommeil paradoxal tout seul et les bénéfices des rêves en eux-mêmes. Mais bon, il y a quand même eu des tentatives, et on arrive de mieux en mieux à le faire. Aujourd'hui, nous connaissons 2 bénéfices liés aux rêves, indépendants du fait d'avoir du sommeil paradoxal, même si cela est bénéfiquement soutenu par la physiologie du sommeil paradoxal. Le premier bénéfice est que le fait de rêver constitue une thérapie de nuit. C'est un premier secours émotionnel, car les rêves permettent, si ce n'est d'enlever, au moins de diminuer la charge émotionnelle de certains événements que vous avez vécus, ce qui fait que vous vous sentez mieux vis-à-vis de ces événements quand vous vous réveillez le matin suivant. Et ce que les rêves en sommeil paradoxal font, c'est de dissocier l'émotion du souvenir de l'expérience. euh, voilà, c'est de dissocier l'émotion du souvenir de l'expérience. Car ce qui fait qu'un souvenir est émotionnel est que lorsque vous l'avez vécu, il y a tout plein d'émotions en vous, ce qui entoure ce souvenir avec une couverture émotionnelle. Et ce que rêver fait, c'est que ça vient dissocier la couverture du souvenir. Et donc, quand vous vous réveillez le jour suivant, vous avez le souvenir d'un événement émotionnel, mais ce souvenir n'est plus émotionnel en lui-même. Vous n'avez pas la même intensité émotionnelle en repensant au souvenir qu'au moment où vous l'avez vécu. La seule condition où le sommeil paradoxal et les rêves ne semblent pas réussir à agir est pour le trouble de stress post-traumatique, PTSD en anglais, TSPT en français. Les personnes atteintes de ce genre de trouble font des cauchemars à répétition et n'arrivent pas à dissocier l'émotion de l'événement, du souvenir, et une hypothèse émise par les chercheurs sur pourquoi c'est le cas est que cela peut être dû à la présence de la noradrénaline en quantité trop importante dans le système des personnes atteintes, empêchant ainsi le travail de détoxification des rêves. La noradrénaline étant un neurotransmetteur dont la sœur est très connue puisqu'il s'agit de l'adrénaline, euh, le sommeil paradoxal, c'est le seul moment où il n'y a pas la possibilité pour notre corps de libérer de la noradrénaline sur un cycle de 24 heures. Cette hormone sert en général à pointer les souvenirs qui sont importants et chargés émotionnellement pour indiquer au cerveau qu'il doit s'en occuper la nuit suivante. Une étude menée dans les années 90 sur des personnes ayant vécu des événements terribles, tels qu'un divorce, la perte d'un proche, un accident traumatisant, etc., a permis de mettre en lumière le fait qu'il n'est pas suffisant d'avoir du sommeil paradoxal et qu'il n'est pas suffisant de rêver, mais que pour que les émotions soient dissociées d'un souvenir, il faut rêver de ce souvenir en particulier. En effet, tous les participants étaient atteints au début de l'étude d'un trouble dépressif
et il devait rapporter aux chercheurs les rêves qu'il faisait. Et un an plus tard, environ 50% des participants étaient en rémission de la dépression et les autres 50% ne l'étaient pas. Et quand les chercheurs ont regardé les données, ils se sont rendus compte que tout le monde avait du sommeil paradoxal, que tout le monde faisait des rêves, mais ceux qui avaient rêvé des événements terribles qui leur étaient arrivés étaient ceux qui étaient en rémission, tandis que ceux qui n'avaient pas fait des rêves en lien avec les événements terribles qu'ils avaient vécus présentaient toujours des troubles dépressifs. Le second bénéfice du fait de rêver concerne la créativité et l'ingéniosité. En effet, lors des phases de sommeil profond, donc de sommeil non paradoxal, c'est là que les souvenirs récents vont être ancrés dans votre mémoire, mais des souvenirs tout seuls dans votre mémoire, des souvenirs isolés, sont purement et simplement inutiles. Mais comme vous n'êtes pas un ordinateur qui stocke simplement des pièces d'information isolées, vous allez faire des liens entre certains de vos souvenirs, ce qui va vous permettre d'être plus créatif, d'être plus ingénieux, de trouver de nouvelles idées, etc. Et c'est l'un des rôles du sommeil paradoxal, de faire une sorte de thérapie de groupe avec vos souvenirs et de les regrouper, de les lier les uns aux autres. Et c'est de ça qu'on avait déjà parlé dans l'épisode concerné sur la créativité, la mémoire, l'apprentissage sur le podcast. Pour terminer donc sur les rêves, eh bien, on va voir aussi les rêves ou cauchemars répétitifs hem et en quelque sorte, une signification de pourquoi ils existent. Ça va être assez court. Une première théorie qui vient du domaine, des, pardon, TSPT, et que cela serait une tentative de votre cerveau pour traiter une émotion, un souvenir sans succès. Ça voudrait dire que ce serait un processus inadapté de faire revenir encore et encore en boucle toujours le même rêve ou le même cauchemar. Une seconde théorie est que la répétition se produit car la chose répétée est très importante pour vous. C'est quelque chose dont vous devez vous souvenir, que vous devez mémoriser. Et donc là, ça deviendrait un processus adapté plutôt qu'un processus inadapté. Pour les personnes qui font régulièrement des cauchemars douloureux, il existe une thérapie avec un psychologue qui permet de réécrire l'histoire pour faire en sorte de se libérer des cauchemars. En effet, lorsque l'on forme un souvenir, avant de dormir, ce souvenir, il est fragile. Lorsqu'on dort, il est cimenté dans notre mémoire. Mais ce qui a été découvert est que si vous rappelez ce souvenir le jour suivant, vous allez pouvoir le modifier à nouveau et le rendre de nouveau fragile. Vous rouvrez la boîte en quelque sorte, puis votre sommeil va refermer cette boîte et reconsolider le souvenir ainsi modifié. C'est un peu comme si, vous créez un document Word, vous tapez des choses dedans, hein, donc création du souvenir, c'est fragile, puis vous enregistrez votre travail et ça, c'est la cimentation du souvenir grâce au sommeil donc, et le lendemain, eh bien, vous pouvez retourner sur ce document et le modifier à nouveau, puis le réenregistrer et cetera et cetera. Donc cette thérapie, elle consiste en fait à rouvrir le souvenir, à réécrire l'histoire afin de le rendre plus neutre, moins douloureux, et ainsi permettre aux patients de faire de moins en moins de cauchemars sur ce souvenir douloureux ou traumatisant. Par exemple, si le patient, eh bien, il a vécu un accident de la route traumatisant, voilà, problème de frein, et il est allé s'encastrer quelque part. Alors, soit, bon, on va dire dans un mur, admettons. Voilà, il a foncé dans un mur parce que problème de frein, ou il a foncé dans quelque chose. Eh bien, avec la thérapie, au fur et à mesure, on réouvre ce souvenir et on modifie,
l'histoire en faisant en sorte, bah, qu'en fait, dans cette nouvelle histoire, on a réussi à freiner, en appuyant sur la pédale, puis, en tirant le frein à main et cetera et puis on arrive au fur et à mesure des séances à une version de l'histoire qui est, bah, différente de la première et qui surtout est beaucoup moins chargée émotionnellement. Voilà, une version de l'histoire où l'accident a été évité et où la personne s'en est bien tirée. Hem, Ce qui peut donc permettre d'arrêter de faire des rêves ou des cauchemars, répétitifs. Mais donc ça évidemment c'est le genre de thérapie, que vous ne pouvez faire qu'avec un professionnel de santé. J'en ai terminé pour, ce second épisode sur le sommeil. Donc on a fini cette série, sur le sommeil. Merci, comme d'habitude pour votre écoute. Merci pour votre intérêt dans, la santé, dans la science. Et puis, bah, moi je vous donne rendez-vous comme toujours, mardi prochain 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers et je vous souhaite évidemment une excellente journée.